tous. Merci d'être là. Donc, je suis Sabine Delomény, je suis responsable des analyses marketing au sein de l'établissement français du sang d'Île-de-France. Bonjour, et moi donc, je suis Yann Vidot, je suis maître de conférence HDR à l'UPEC et donc plutôt spécialisé sur les questions d'économie de la santé. Voilà, donc on va vous présenter le projet pilote qui a reçu la labellisation pour l'amorçage. Donc ce projet en fait est là pour qu'on connaisse mieux, nous, l'EFS, le fait de devenir donneur de sang en France. Donc les partenaires sont nous-mêmes, l'EFS, on est l'établissement public unique de la chaîne transfusionnelle en France, métropole et DOM, excusez-moi. Et voilà, donc il y a Érudite, représenté par Yann, qui est spécialisé dans tout ce qui concerne la santé et les politiques de santé. Oui, c'est un des axes stratégiques, il y a 3 axes dans l'Érudite. Voilà. On est là du coup pour l'axe santé aujourd'hui. Voilà, et du coup, il y a l'IRG qui est de l'université Gustave Eiffel, qui est spécialisé sur le comportement du don et sur l'aspect marketing social du don. Donc, on va vous présenter pourquoi on a fait on a souhaité en fait aller vers ce projet. Donc, déjà, il a été initié grâce au docteur War ici présent, qui nous a permis d'être au sein de la commune. Donc l'EFS Île-de-France, enfin l'EFS, quand je parle de chaîne transfusionnelle, c'est-à-dire qu'on part du donneur qui nous donne une poche de sang et on va jusqu'au malade qui reçoit cette poche de sang. Donc on est acteur, on est le garant en fait de cette chaîne. Donc nous, on s'intéressait ici aux donneurs, c'est-à-dire comment faire venir les gens de plus en plus pour qu'ils viennent donner régulièrement leur sang. Donc l'EFS Île-de-France, pour vous donner des ordres d'idée, c'est 3000 collectes mobiles en France. On a 12 sites fixes qu'on appelle des maisons du don et c'est environ 250 000 dons par an. Il faut savoir que ces 250 000 dons, ça ne couvre que 58% des besoins de l'Île-de-France. Donc le reste en général vient des autres régions de France et du coup le but c'est d'augmenter et d'aller vers l'autosuffisance de la région. Donc on a besoin pour ça de mieux connaître le donneur, de connaître ses freins, ses motivations, pour pouvoir justement fidéliser, c'est-à-dire d'ancrer l'habitude de donner son sang dans sa vie, de recruter bien sûr pour avoir des nouveaux donneurs et de pouvoir aussi nous mieux connaître, développer notre stratégie, faire nos actions et pouvoir justement les mesurer et quelles actions on peut cibler selon les populations. Donc c'est pour ça en fait que le fait qu'on ait l'aspect des sciences humaines et sociales représenté par Érudite et l'IRG nous permet d'avoir cet aspect-là de connaissance sur le donneur qu'on a de façon un peu empirique, mais là nous permettait d'asseoir en fait nos connaissances. Donc le budget, donc il y a eu 2 étudiants en master, un dans chaque université. On a eu aussi, donc il y a tout ce qui concerne l'aspect un petit peu administratif sur les retranscriptions. Excusez-moi, je regarde là, mais je ne sais pas, sur les retranscriptions, les frais de publication. On a eu au sein de l'EFS un chargé d'études qui a synthétisé en fait les éléments et qui a essayé de voir aussi si on pouvait avoir d'autres éléments, notamment sur nos outils web, nos outils de réseaux sociaux, d'apporter d'autres éléments. Et donc voilà un petit peu le budget global qui était de 50 000 €. Donc je vais vous restituer les études qui ont été faites. Il y a eu 2 études quantitatives, une étude qualitative que vous présentera Yann. Donc la première étude, j'ai dit l'inverse, excusez-moi, je suis désolée. Donc 2 études qualitatives, une étude quantitative, voilà, que vous présentera Yann. Donc la première étude qualitative, ce sont les élèves du master gestion des entreprises de l'IRG qui l'ont menée. Donc il y a eu à peu près des entretiens en face à face, 70 environ. Et donc là l'objectif c'était de connaître un petit peu justement les freins, les motivations des donneurs et des abandonnistes. On était sur une population de gens qui nous connaissaient déjà et qui connaissaient le don de sang. Donc le résultat global de cette étude, c'est qu'on est
on a identifié en fait environ 13 motivations et 18 freins que l'on peut retrouver dans les différents entretiens. Ça nous a permis en fait de confirmer un petit peu ce qu'on connaissait déjà et surtout de pouvoir en fait faire des groupes selon l'âge de ces populations pour pouvoir justement voir ce qui était commun et ce qui était spécifique à certaines populations selon le contexte. Donc ce qui ressort globalement, je ne vais pas vous faire bien sûr la liste des 13, c'est le temps. Donc le temps dans tous ses sens, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que les gens arrivent dans leur planning quotidien à venir donner. Donc ça intègre derrière les notions que l'on a nous de développer notre offre de collecte géographiquement, mais aussi en termes d'ouverture d'horaire. Donc ça pose d'autres questions derrière, notamment de personnel, qui n'est pas forcément simple. Voilà. Et donc voilà, c'est un petit peu cet aspect-là. Et puis il y a aussi l'aspect on a vu qu'ils aiment bien en fait être rappelés, qu'on se rappelle à leurs bons souvenirs. Donc il est important pour nous de bien marketer, c'est-à-dire de bien faire de suivi d'emails, de bien utiliser les réseaux sociaux, d'avoir tout un panel de communication en fait qui leur permettent de se souvenir qu'on existe et qui peuvent venir donner quand ils veulent. Donc voilà, et de travailler aussi sur tout ce qui est lien social et convivialité. Il faut savoir aussi que pendant les 2 ans de Covid, la convivialité a été un peu mise en berne. On l'a vu d'ailleurs dans l'observatoire qu'on fait, on demande la satisfaction des donneurs et cette satisfaction a un peu baissé du fait des contraintes sanitaires. Donc voilà, pardon, pour cette première étude. Ensuite, on a demandé, toujours au sein de l'IRG, à un étudiant de faire ce même exercice d'entretien en face à face. Il en a fait une vingtaine sur la population afro-caribéenne. Pour nous, cette population est très importante parce qu'il y a une maladie génétique liée au sang qui s'appelle la drépanocytose. Et pour les soigner, tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est une transfusion sanguine. Donc pour que cette transfusion se passe au mieux, de par l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de par l'histoire des génotypes humains, il est plus simple en fait de transfuser quelqu'un d'origine afro-caribéenne par un donneur afro-caribéen, pour éviter tout risque en fait de transfusion. Donc on a interrogé cette population-là. On a interrogé là des donneurs, des abandonnistes, mais aussi des non-donneurs, pour voir un petit peu ce qui ressortait. Donc on retrouve essentiellement les freins que l'on a sur une population standard, les freins et les motivations. Ensuite, on voit que certains éléments peuvent venir en plus, notamment toute la notion de relation au sang culturelle et aussi toutes les incitations sociales qui peuvent être très fortes au sein de communautés. Il y a des limites à cette étude. La première, c'est que l'échantillon est assez restreint et pas forcément représentatif de la population en termes d'âge, ce genre de choses. Et il y a tout l'aspect migratoire en fait qui n'a pas été pris en compte, générationnel. Est-ce que ce sont des gens primo-arrivés en France ou est-ce qu'ils sont là depuis 2 ou 3 générations? Donc cet aspect n'a pas pu être creusé, mais c'est dans les perspectives justement. Et là, voilà, hop, je laisse la main. J'espère que je ne suis pas trop rapide. Donc bonjour, moi je vais vous parler donc la partie un peu quantitative. En fait, dans le cadre de ce projet, il y a un mémoire de Master 2 de 6 mois qui a été financé en fait, et donc moi j'étais un des co-encadrants de ce mémoire sur les questions de facteurs qui influencent le don, et en l'occurrence ici on sera plutôt sur l'éligibilité au don du fait des données disponibles. Donc j'ai encadré avec un autre collègue donc, qui est aussi spécialisé des questions d'économie de la santé, qui est plus connu que moi à l'UPEC, qui s'appelle Thomas Barnet, qui est actuellement en congé pour recherche thématique aux États-Unis. Donc c'est moi qui présente aujourd'hui un petit peu ce projet. Donc l'idée c'était de voir un peu les facteurs qui peuvent amener les individus à donner et à revenir rapidement au don. Donc on s'est basé, le schéma oui, il est un peu plus visible là-haut, on voyait qu'on a un jeu de données relativement important. Donc au départ c'est des données de panel, on a sur plusieurs années un certain nombre d'individus, donc la base de données est fournie par l'établissement français du sang. Donc on a à peu près 490 000 individus, on a supprimé, voilà, on a sélectionné notre population
Et au final, on a un échantillon final qui bouge assez peu et qui reste relativement important, ce qui nous permet de regarder finalement quelle était la probabilité pour un certain nombre d'individus d'être éligibles au don. Voilà. Donc la question de départ n'était pas exactement celle-ci, mais on y reviendra. L'idée, c'est de prolonger après les travaux pour pouvoir se rapprocher d'un travail qui permettrait d'identifier les déterminants du don et pas uniquement de la probabilité d'être éligible. Donc là, ici, on est sur cette question-là, et donc on disposait à la fois de caractéristiques individuelles de ces personnes qui viennent pour donner leur sang. On avait aussi des caractéristiques sur les lieux de collecte, et puis on a essayé de rajouter derrière aussi des informations liées au territoire qu'on a construites et qui n'étaient pas déjà disponibles au départ dans la base de données, pour essayer d'élargir un petit peu la liste des déterminants. Et donc, je vous passe les détails, mais l'idée c'était de regarder quels étaient les déterminants de la probabilité d'être éligible à un don, en regardant toutes choses égales par ailleurs, l'effet de certaines caractéristiques sur cette probabilité. Et donc les principaux résultats sont que le fait d'être un homme par rapport au fait d'être une femme accroît la probabilité d'être éligible à un don. Donc ça, c'est en termes de recommandations, c'est intéressant parce que ça peut vouloir dire que finalement cibler les hommes peut être un outil de politique publique intéressant si on veut accroître finalement la probabilité d'être éligible au don. Ça peut aussi vouloir dire que du point de vue des femmes, il y a un certain nombre de critères qui limitent l'éligibilité, et on peut aussi travailler de ce côté-là. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant. Ensuite, il y a un deuxième résultat intéressant, c'est que la précocité du don entre 18 et 25 ans est un facteur qui augmente la probabilité d'être éligible et même de revenir rapidement par la suite donner. Donc là, finalement, ça donne aussi deux éléments en termes de recommandations. Premier élément, il faut cibler les populations jeunes pour essayer d'avoir une population qui va augmenter en termes de probabilité d'être éligible au don à ce stade. Après, le lien entre cette probabilité et celle de donner, il faudra qu'on approfondisse ça. Et surtout, ça veut dire aussi qu'on a montré aussi que plus les gens donnaient tôt, plus la probabilité de donner était forte. Donc le retour au don, plus les gens revenaient rapidement au don, et plus la probabilité de continuer à donner était forte par la suite. Et donc ça signifie que finalement, encourager via des différents canaux de communication les gens à revenir donner rapidement peut être un outil de fidélisation finalement, en tout cas pour une population qui serait éligible au don. Voilà. Et ensuite, on a d'autres résultats qui sont aussi intéressants du point de vue du phénotype d'intérêt, donc on nous avait demandé de creuser par la suite, et qui montrent que, mais je crois qu'il n'y avait pas finalement plutôt la présence d'un phénotype d'intérêt n'augmentait pas significativement la probabilité d'être éligible au don. Donc ça, c'est un résultat qui pourrait être mobilisé en lien avec les études qualitatives par la suite. Et puis pareil, le fait d'être né à l'étranger est un facteur qui a plutôt tendance à réduire la probabilité d'être éligible au don, donc en lien avec les questions de phénotype. Voilà, ce sont des points qui mériteraient d'être creusés par la suite. Voilà. Enfin, un dernier résultat, le fait de subir des refus, donc de ne pas être éligible, ne semble pas être un facteur qui soit si déterminant que ça sur le fait de vouloir donner dans le futur. Donc ça, c'est aussi un résultat qui est intéressant. Donc cette étude, finalement, c'était un premier pas d'un point de vue quantitatif sur l'exploitation des données de l'EFS. Voilà, concrètement, pour répondre à la question qui nous était posée, qui était finalement quels sont concrètement les facteurs qui jouent sur la probabilité de donner, en fait, il nous manque des éléments importants, c'est qu'il faudra avoir la population entière et pouvoir séparer entre ceux qui viennent et ceux qui ne viennent pas. Et c'est ça qui permet de déterminer ces résultats-là. Or là, on n'avait pas ces éléments-là, donc ce sont des pistes pour la suite. Essayer de voir concrètement, voilà, est-ce qu'on peut avoir un jeu de données qui permet de répondre à cette question sur les déterminants de donner son sang. Essayer aussi de mieux corriger ce qu'on appelle les biais de sélection. Et ici, on a une population qui est sélectionnée puisque c'est des gens qui viennent par eux-mêmes et qui vont être éligibles. Donc, essayer d'identifier et de corriger ce biais de sélection avec un jeu de données qui soit un peu plus approprié. Et donc, voilà, l'idée, c'est de continuer le partenariat et de voir si, avec des études futures, on ne peut pas creuser un petit peu ces choses-là pour se rapprocher de certaines études qui ont eu lieu en France, mais qui commencent à vieillir un peu sur cette question des déterminants du don et d'avoir après un côté opérationnel, voilà, pour essayer de voir quel levier on peut activer pour voilà, inciter les gens à venir donner leur sang. Donc justement, pour le côté opérationnel,
Nous, enfin quand je dis nous, c'est la direction de communication marketing. Qu'est-ce qu'on a essayé de tirer de ces études? Donc le but, c'était de commencer à élaborer une stratégie un petit peu globale. La première étape qu'on a faite, c'est de créer des personas, c'est-à-dire une représentation fictive symbolisée par un individu représentant un groupe ici un groupe d'âge de donneurs. Donc on a fait 4 personas. Donc le but, c'est à partir de ces personas, comment on va s'adresser à cette personne selon ses freins, ses motivations. On a sorti des verbatims aussi pour voir un petit peu le vocabulaire qu'on peut utiliser selon les éléments. Et donc on en a tiré 4. Mais ça, c'est dans une optique où tout va bien. Le souci qu'on a à l'EFS, notamment, enfin, comme dans tous les établissements de santé, c'est qu'on a du mal à recruter. Donc on a du mal, du coup, à positionner des collectes, à faire une offre de collecte élargie, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on est confronté, en fait, quand on met une stratégie en place, au fait que on est obligé d'annuler des collectes, donc de dire aux donneurs qu'on annule leur rendez-vous, etc., etc. Donc il y a tout un effet négatif derrière, mais voilà. On essaye petit à petit de construire cette stratégie. On sait les limites qu'ont eu les études Cali et les études Canty, donc justement, l'idée c'est d'aller plus loin pour conforter en fait les choses et petit à petit de continuer à l'élaborer. Donc dans les perspectives qu'on a, donc Yann vous a parlé de la suite qu'on pouvait donner à l'étude quantitative, donc on est en train de voir pour... on a fait une demande au sein d'un groupe de travail à l'EFS au niveau national, justement pour aller plus loin, parce que l'un des biais aussi qu'il y a, c'est que l'Île-de-France, c'est bien, mais on ne voit pas ce qui se passe non plus ailleurs, et du coup, ce serait bien de pouvoir confronter en fait les différentes régions, parce qu'on dépend d'eux aussi, donc c'est important. Sinon, donc du coup, on a fait avec l'IRG, si vous vous souvenez, donc la première étape, c'était les donneurs et les abandonnistes. Cette année, on a pu faire les non-donneurs, toujours avec un groupe du même master, en fait, de Sophie Renier, excusez-moi, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, qui dirige ce master gestion des entreprises. Donc on a fait en fait les mêmes questionnaires pour connaître les leviers, les motivations des non-donneurs et pouvoir le confronter avec ce qu'on avait fait sur les donneurs et les abandonnistes, donc ce qui nous a donné d'autres pistes. Et la personne qui a fait les entretiens, l'étude Cali sur les Afro-Caribéens, a été pris en thèse justement pour approfondir, au sein de l'université Gustave Eiffel, pour approfondir cette thématique-là et voir justement comment on peut pousser un peu plus les limites qu'on avait eues déjà dans les premiers entretiens qu'il avait fait, et notamment sur l'aspect générationnel et migratoire. Et enfin, il y a un article justement sur cette partie afro-caribéen qui va paraître dans Décision Marketing. Donc il a été soumis cet été. Donc pour l'instant, je n'ai pas de date prévue de publication. Donc voilà, j'ai fini. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci.